Merci. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci d'être venus après une séquence qui a été une séquence extrêmement importante, extrêmement dense. Et je ne vais pas redonner les chiffres qu'a donné Louis Boyard à l'instant, mais je voudrais, et je pense le faire en votre nom à toutes et tous, saluer le travail qui a été fait par les militantes, les militants de la France Insoumise partout sur le territoire, avec une implication dans la mobilisation contre la réforme des retraites qui a été une implication extraordinaire, par notre participation bien évidemment à l'ensemble des manifestations, mais aussi à chaque fois qu'il y avait un mouvement de grève, un piquet de grève quelque part, il y avait toujours un insoumis, une insoumise, un parlementaire, un élu local, des camarades qui sont venus à chaque fois apporter leur soutien, apporter leur appui. Et je peux vous dire, parce que on continue à discuter, à échanger avec celles et ceux qui ont participé de la manière la plus active possible à cette mobilisation. Et je veux vous dire que l'implication, la participation, la détermination de la France Insoumise, elle a été vue, reconnue, et elle est saluée et remerciée. Bien sûr, saluer aussi justement ces manifestantes, ces manifestants qui ont déferlé par millions dans ce pays, dans ce qui est sans aucun doute le plus grand mouvement social de ces 30, 40 ou 50 dernières années. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des manifestations aussi importantes, des manifestations aussi puissantes dans un mouvement qui a tenu bon pendant des mois et des mois face à un pouvoir qui n'en faisait qu'à sa tête. Saluer aussi bien sûr les grévistes, parce que ça coûte cher de faire la grève, parce que dans un contexte d'inflation où les salaires sont trop bas, où les prix explosent, les prix augmentent, ça a été beaucoup de sacrifices dans cette mobilisation. Et je pense qu'il faut avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont perdu 14, 15, 16, parfois plus journées de salaire dans ce mouvement. Donc saluer tout le monde, les grévistes, les militants, les manifestants. Dire aussi, saluer aussi bien sûr l'action de nos parlementaires, et je voudrais revenir en quelques mots sur ce sujet. La stratégie qui était celle du président de la République, elle était simple. Il s'agissait de faire passer le plus rapidement possible cette réforme des retraites pour tout simplement empêcher à la mobilisation sociale de se déployer, pour que ne commencent pas à apparaître des fractures dans la coalition que le président de la République avait négociée et cherché à mettre en place, notamment avec les députés des Républicains. Et c'est pourquoi ils avaient choisi une méthode de discussion du texte qui a été une méthode particulière, c'est-à-dire l'utilisation de l'article 47.1 de la Constitution, dont l'objectif était de comprimer le temps du débat parlementaire pour faire en sorte qu'en quelques semaines, finalement, l'affaire soit close, soit expédiée, et que le président de la République puisse passer à autre chose et continuer à dérouler son programme néolibéral. Et de ce point de vue-là, l'action qui a été celle des parlementaires de la NUPES, mais en particulier des parlementaires insoumis, qui se sont battus pied à pied, amendement par amendement, article par article, pour empêcher le président de la République et sa minorité présidentielle de passer en force cette réforme des retraites, ça a été une action décisive pour permettre ensuite à la mobilisation sociale de se déployer, pour faire en sorte qu'après, en deuxième lecture, quand ils sont revenus devant l'Assemblée nationale, eh ben, il y avait des députés, y compris des députés les Républicains, qui a priori, normalement, auraient dû être favorables au report de l'âge de départ à la retraite et qui ont commencé à douter parce qu'ils ont senti la pression dans leur commune, dans leur village, parce qu'ils ont senti la pression populaire qui s'exprimait et qui s'exerçait sur eux, et ils étaient plus prêts à voter cette réforme des retraites. Et de ce point de vue-là, parce qu'elle a été beaucoup caricaturée, parce qu'elle a été beaucoup pointée du doigt, je veux dire que l'action des députés et eux, de la France Insoumise, ça a été une action décisive dans cette mobilisation et dans ce mouvement général. Alors bien sûr, on est dans un temps de bilan, et dans un temps de bilan, il faut aussi observer ce qui a fonctionné, mais aussi être en capacité d'observer ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et malheureusement, à ce stade,
on n'a pas réussi à empêcher le président de la République de passer en force sa réforme des retraites. Il l'a fait en trichant, il l'a fait en détournant la Constitution, il l'a fait en trafiquant, en empêchant les parlementaires de voter, en empêchant, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours de ça maintenant à l'Assemblée nationale, y compris les députés, de déposer des amendements, de déposer des propositions de loi et de pouvoir faire tout simplement ce pourquoi ils ont été élus à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire voter la loi. Et ce passage en force, c'est un passage en force bien évidemment inacceptable, mais qui marque une dérive, dans une dérive antidémocratique de ce pouvoir, dans une dérive autoritaire de ce pouvoir, qui refuse en réalité tout contre-pouvoir, qui refuse que les parlementaires puissent voter s'ils ne veulent pas voter dans le sens de ce qu'a choisi et ce qu'a décidé le président de la République. Donc oui, le passage, c'est un passage en force. Et ce qu'on peut sans doute regretter dans cette mobilisation, c'est qu'alors qu'elle disposait d'un soutien populaire qui était un soutien populaire massif, on n'a sans doute pas réussi, d'abord, malgré nos demandes répétées, à faire en sorte qu'existent des cadres de coordination entre le mouvement syndical, les mouvements politiques, les mouvements associatifs, pour faire en sorte que cette mobilisation elle puisse être coordonnée entre le travail social et le travail parlementaire, pour faire en sorte que ça ne soit pas qu'une mobilisation intersyndicale, mais que ça devienne un vrai mouvement populaire qui obtient la victoire et le retrait de cette réforme sur la retraite à 64 ans. Et puis on peut regretter aussi, et il faut avoir la possibilité d'en discuter tranquillement, lucidement, sereinement, mais on peut regretter aussi que, alors que ce mouvement était très large, alors qu'il disposait d'un soutien populaire très large et qui n'a pas flanché pendant ces plusieurs mois de mobilisation, nous n'avons pas réussi à franchir une étape à un moment dans la mobilisation, c'est-à-dire passer d'un mouvement de protestation large, pacifique, avec des manifestations très puissantes, à un mouvement qui pèse sur l'économie, à un mouvement qui enclenche un blocage, qui oblige le pouvoir à tenir compte de cette mobilisation. Alors, ce n'est pas facile à faire. Il ne suffisait pas sans doute de le demander. Mais peut-être, notamment au moment où le gouvernement a eu recours à l'article 49.3, peut-être que la possibilité existait dans le pays de franchir une étape supplémentaire dans la mobilisation. Et il faut être en capacité, je crois, aussi de faire ce bilan tranquillement et sereinement entre nous. En tout cas, le président de la République n'a pas gagné. Il n'a pas gagné parce que sa stratégie, c'était de mettre à bas la résistance populaire, de mettre à bas le mouvement social, parce que sa stratégie, c'était de conforter une coalition avec les députés, les Républicains, et que sur ces deux sujets-là, il a échoué. Et que s'il a réussi à passer en force la réforme des retraites, ça a un coût pour le président de la République et sa minorité, ça a un coût qui est un coût exorbitant. Et c'est ce que nous avons dit avec les députés de la NUPES à l'Assemblée nationale, cette bataille pour la réduction du temps de travail, cette bataille pour la retraite, elle ne s'arrêtera jamais. Elle continuera. Et nous continuerons à mener la bataille pour d'abord l'abrogation de cette réforme des retraites et bien évidemment pour le retour à la retraite à 60 ans. C'est ce qu'a dit le serment des députés de la NUPES. Et c'est ce que nous ferons dès les prochaines semaines, dès les prochains mois, à chaque fois que possible et à chaque fois que nécessaire. Bien sûr, c'est ce qui a occupé une très grande partie de notre activité ces derniers mois, cette mobilisation sur les retraites. Mais je veux dire que l'action du mouvement, de ses militantes, de ses militants, elle ne s'est pas réduite à ça, que le mouvement a aussi été très impliqué, très mobilisé dans toutes les manifestations et les mouvements qui ont eu lieu pour lutter face à l'urgence climatique et environnementale. Je veux saluer les camarades qui étaient présents à la manifestation à Sainte-Soline, les camarades qui étaient présents aux manifestations contre l'autoroute Castres-Toulouse et les camarades qui ne sont pas là aujourd'hui, je pense à Mathilde Panot, Gabriel Amar, un certain nombre de militantes et de militants qui sont en ce moment présents en Maurienne contre le projet de tunnel Lyon-Turin. Et nous enverrons tout à l'heure un message qu'on vous transmettra parce que, vous le savez, pour nous, la mobilisation sociale, la mobilisation pour libérer du temps libre et la mobilisation face à l'urgence climatique et environnementale sont une même mobilisation. Et donc on a été très implantés, très mobilisés, très impliqués dans la bataille contre la réforme des retraites.
mais on n'a pas lâché non plus l'affaire sur les mobilisations écologiques et ça continuera bien évidemment. Et dans le même temps, malgré notre activité extérieure qui était très importante, le mouvement il a aussi continué son travail de déploiement sur la base de la feuille de route qu'on avait élaborée lors de la dernière assemblée représentative. On vous en présentera quelques éléments dans la journée d'aujourd'hui, mais c'est l'action de développement dans la jeunesse, avec notamment la manifestation du 21 janvier dernier. C'est la mise en place de nos boucles départementales qui a été un travail interne très important. Ça a été la première promotion de l'Institut La Boétie, l'organisation des cafés populaires. Ça a été un certain nombre de réunions. On vous présentera aussi l'état des lieux de ce travail tout à l'heure dans le cadre de la campagne d'achat des locaux du mouvement. Ça a été un premier stage pour les développeuses et les développeurs. Bref, ça a été une activité qui a été extrêmement massive, que vous avez pu consulter en préparant cette assemblée représentative, puisque vous avez un bilan qui doit faire, je crois, 70 pages de l'ensemble du travail qui a été fait par les militantes et les militants de la France Insoumise. Alors oui, dans cette assemblée représentative, on n'aura sans doute pas le temps de discuter de tout, mais on va essayer de discuter d'un maximum de choses sur la base des retours, puisque chacun d'entre vous ici a participé à une réunion de boucle départementale pour échanger sur l'ensemble de ces documents et porter pas uniquement aujourd'hui sa propre parole, mais aussi la parole des militantes et des militants de son département. Mais je veux vous dire, parce que peut-être qu'il y aura des questions aujourd'hui qui resteront sans réponse, que chaque espace du mouvement s'est engagé et s'engage à répondre à chacune des interrogations, des questions, des observations qui auront été faites sur chacun des bilans dans les 10 jours, par écrit, à l'ensemble des militantes et des militants de la France Insoumise, pour qu'aucune question, aucune observation ne reste sans réponse. Ça sera une manière aussi de continuer à travailler, de continuer à avancer ensemble. Dans ce travail de développement et de déploiement de la France Insoumise, on s'est heurté, on va dire, à deux difficultés. La première, ce n'est pas vraiment une difficulté, c'est qu'on a été très occupé, bien évidemment, par la mobilisation contre la réforme des retraites. Et donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a mis notre énergie d'abord dans le fait d'être totalement impliqué dans cette mobilisation. Et une deuxième difficulté que vous avez peut-être découvert pour certains d'entre vous, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le consulter, qui est une difficulté financière par le fait que de manière totalement incompréhensible, l'État, alors que les élections législatives ont eu lieu il y a 1 an, l'État n'a toujours pas versé aux organisations politiques le financement public auquel nous avons droit pour pouvoir financer notre action. Et donc, il est évident que sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de chantiers qui impliquent des investissements financiers massifs de notre part, on s'est heurté à cette difficulté qui normalement devrait se résoudre progressivement, parce qu'on nous dit qu'on devrait pouvoir disposer normalement au cours du mois de juillet d'une première partie de ce financement public, mais clairement ça a été aussi un paramètre qui a limité certains de nos chantiers. On y reviendra sans doute tout à l'heure avec un bilan financier précis qui vous sera présenté. Aujourd'hui, il s'agit de faire le bilan, bien sûr, mais il s'agit aussi de déterminer nos objectifs, avec, vous le savez, une prochaine assemblée représentative qui aura lieu à la fin de l'année, puisque nous avons pris la décision ensemble d'organiser ces assemblées représentatives 2 fois par an. Et donc l'idée est de déterminer nos objectifs jusqu'à cette prochaine assemblée représentative. Des objectifs en termes de campagne politique, et le premier texte sur lequel on va travailler ensemble permet d'échanger ensemble sur quelles sont les campagnes dont on considère qu'il est indispensable de mener ensemble dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Dans le texte, on évoque une campagne contre la vie chère, parce que oui, l'inflation explose et que les questions liées au pouvoir d'achat sont fondamentales aujourd'hui dans le pays. On évoque la poursuite d'une campagne sur la 6e République, parce que je crois que ce qui s'est passé depuis maintenant plusieurs mois démontre à quel point les institutions de la 5e République empêchent le peuple de participer aux décisions politiques et permettent au contraire à un homme seul de décider contre tout le monde. On évoque l'idée d'une campagne sur les questions d'accès à l'eau face à l'urgence climatique, avec les canicules, les sécheresses, les événements climatiques extrêmes qui se multiplient ces derniers mois. On évoque une campagne pour défendre nos libertés qui ont été
empiétés, piétinés, menacés, notamment dans cette mobilisation des retraites, avec une répression du mouvement social qui a été inacceptable, avec la France qui a été pointée du doigt à plusieurs reprises par les organisations internationales. Ça a été encore le cas cette semaine sur l'utilisation de l'article 49.3, et une campagne aussi, et je crois que c'est remonté de manière assez significative des discussions qui ont eu lieu dans les boucles départementales, une volonté d'échanger, de discuter, de déterminer entre nous la meilleure manière de lutter contre l'extrême droite, dont les idées progressent et sur lequel nous aussi, nous considérons que nous avons une responsabilité dans le travail de démystification, de désenfumage face à un système médiatique qui ne l'oublie pas une seule occasion pour frapper sur la France insoumise, mais par contre pour dédiaboliser l'extrême droite et la faire passer pour une opposition qui serait, elle, une opposition responsable. Nos objectifs, c'est... Nos objectifs, c'est donc des objectifs en termes de campagne politique. Nos objectifs, c'est aussi des objectifs en termes de poursuite du déploiement et du développement de la France insoumise. Vous le savez, le mouvement de la France insoumise, c'est un mouvement qui se construit progressivement, qui s'adapte en avançant. Et donc, il y a des choses qui ont été faites depuis le mois de décembre sur lesquelles on a bien avancé. Il y a des choses sur lesquelles il faut continuer à avancer ensemble. Et je crois que l'échange aujourd'hui permettra aussi d'identifier ces sujets. Mais c'est par exemple développer la capacité d'autonomie des groupes d'action par notamment toute la partie financière sur laquelle il y a des développements techniques qui ont été faits, qui vont permettre notamment aux boucles départementales de disposer de moyens financiers pour pouvoir être plus efficaces dans leur action. C'est le fait d'aller développer le mouvement dans des zones du territoire où il est peut-être plus faible parce que c'est des zones plus difficiles. C'est le fait de continuer à se renforcer. Hein, le mouvement, contrairement à ce que je lis parfois dans la presse, il n'a pas à rougir de son action depuis 6 mois. Le mouvement, c'est 30 000 personnes inscrites supplémentaires à la France insoumise depuis le 1er janvier 2023. C'est 275 groupes d'action supplémentaires. C'est 4 000 personnes de plus qui ont rejoint les groupes d'action dans le mouvement. Donc c'est un mouvement qui avance, qui progresse, mais c'est un mouvement, bien évidemment, qui n'est pas parfait, sur lequel il faut continuer à travailler. Et ça fera aussi, je crois, partie des échanges d'aujourd'hui. Voilà, pour vous dire comment on va travailler aujourd'hui, avec quels éléments de bilan sur lesquels on va échanger, et puis à la fois quels éléments de perspective. Moi, je veux vous dire, après cette séquence, qu'on peut toujours faire mieux, c'est une évidence, mais que parfois, quand on se compare, on se rassure. Et que l'implication qui a été celle des militantes, des militants, dans la bataille des retraites, le travail massif qui a été le nôtre en termes de développement et de déploiement du mouvement, quand on le compare à ce qu'on peut voir et lire ou observer de l'activité et de l'actualité des autres organisations politiques, je crois qu'on peut en être collectivement extrêmement fiers. Enfin, aujourd'hui, on va discuter aussi stratégie, et c'est un sujet majeur. Vous le savez, l'année dernière, après notre résultat très important à l'élection présidentielle, nous avons fait le choix de constituer la NUPES aux élections législatives. Et la NUPES, ça allait pas de soi, ce n'était pas une évidence. On a fait ce choix, et ce choix, il nous a permis à la fois d'être en tête au premier tour de l'élection législative, à la fois de faire en sorte de faire élire 151 députés à l'Assemblée nationale. Alors certes, on n'a pas gagné il y a 1 an, mais des fois je pense à quelle aurait été la situation de cette bataille des retraites s'il n'y avait pas eu 151 députés de la NUPES pour la mener à l'Assemblée nationale, s'il n'y avait pas eu 75 députés insoumis pour la mener à l'Assemblée nationale. Et je me dis qu'on a bien fait de faire la NUPES, mais qu'il faut continuer à la développer et la déployer. Et de ce point de vue-là, ça a été le cas dans les retours. Et de ce point de vue-là, ça a été le cas dans les retours que vous nous avez transmis aussi des discussions des boucles départementales. Il faut aussi, là, être en capacité d'identifier ce qui a bien marché. Et ce qui a bien marché, c'est sans doute le travail à l'Assemblée nationale, où les députés des différentes composantes de la NUPES travaillent en bonne intelligence,
ont mené ensemble un certain nombre de combats, un certain nombre de batailles, ont déposé des amendements en commun, ont déposé des propositions de loi en commun. Ce qui a bien marché, sans doute, ça a été notre implication commune dans les réunions publiques dans le cadre de la bataille des retraites. Ce qui a bien marché, c'est aussi dans certains endroits, dans certains départements, dans certaines circonscriptions, des vrais cadres locaux de la NUPES qui existent, qui fonctionnent, qui travaillent en commun dans les batailles de la société. Mais, et ça a figuré de manière importante dans vos retours, on sait aussi que la réalité de la NUPES, elle est assez disparate en fonction des territoires, que parfois dans tel département, on va se heurter à l'opposition de telle ou telle composante qui ne souhaite pas du développement de la NUPES. On sait qu'on a cette difficulté. Donc je pense que l'échange d'aujourd'hui vise aussi à travailler ensemble sur la manière avec laquelle on peut dépasser ces difficultés. Et puis on a une autre difficulté sur la NUPES, c'est qu'on est confronté à un obstacle, et sur lequel il faut être clair. On a un obstacle sur le fait que nous, on a pensé la NUPES comme un accord sur un programme de rupture avec l'objectif de fédérer ce qui était en quelque sorte le troisième pôle dans l'élection présidentielle pour pouvoir prendre le pouvoir le plus rapidement possible à l'échelle nationale sur une orientation de rupture avec le système capitalisme, de rupture avec le productivisme, pour apporter des réponses à la hauteur des défis qui sont devant nous, défis sociaux, défis écologiques, défis démocratiques, défis géopolitiques et internationaux. Et donc, quand on a constitué la NUPES, ce n'était pas pour faire une alliance défensive à la dernière élection législative, et puis après, chacun reprend ses billes et repart dans son coin. On l'a pensé comme un mouvement politique profond qui se déploie localement, qui est présent ensemble à chacune des échéances électorales pour gagner de la crédibilité, gagner de la cohérence, gagner de la stabilité. Parce que si on veut être en mesure de prendre le pouvoir au niveau national, il faut qu'on soit identifié comme une coalition stable, comme une coalition lisible, pas comme quelque chose qui, à chaque échéance ou à chaque élection ou à chaque bataille, n'est pas toujours dans le même périmètre ou dans la même configuration. Et là, on se heurte sur ce sujet-là à une difficulté avec des directions d'organisation qui, à ce stade, s'y opposent. Et donc, je pense qu'un des objectifs aussi des discussions d'aujourd'hui, c'est réfléchir ensemble comment on va parvenir à lever ces difficultés dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Voilà, on a beaucoup de travail aujourd'hui, donc je ne veux pas être plus long. Je vous remercie encore une fois de votre implication dans toutes ces batailles, de votre présence aujourd'hui. Et je nous souhaite à toutes et tous de bons travaux en espérant qu'ils permettent de faire avancer la France insoumise.